Bonjour les Limpers, c'est Nicolas Rago pour la partie 2 de la vidéo review en NL100. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir en premier. Donc voilà, j'ai sélectionné des mains dans une session de NL100, une vingtaine de mains que j'ai décidé de diviser en deux parties. Donc cette fois-ci c'est la partie numéro 2. Je vais essayer de continuer et de vous exposer quelques situations assez intéressantes contre des types d'adversaires que vous aurez l'habitude de rencontrer à ces limites-là, en NL50, NL100, donc c'est une vidéo adaptée à ce niveau, à ces limites-là. Voilà. Ben, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et puis on va commencer par Dame Valet au bouton. Donc 3 blindes au bouton, j'ai expliqué pourquoi dans la partie numéro 1. Alors ici, le seul truc qui était un petit peu embêtant, c'est que l'adversaire en grosse blinde était un short stacker qui a 20 euros de tapis, donc 20 blindes. C'est un petit peu gênant parce que si c'est un adversaire qui est assez agressif et qui joue plutôt bien short stack, je vais devoir, quand je vais ouvrir au bouton, je vais devoir assez souvent jeter ma main sur son all-in, donc ça va pas être évident. Mais en même temps, si je regarde une des stats, il a 0%, 0% de tribet en 62 mains. Donc en général, c'est un joueur qui est très passif et qui va essayer de voir des flops. Je suis payé par les deux joueurs, j'ai touché tirage quinte par les deux bouts. Bon, ici, il est en aucun cas, on va jeter notre main pour deux raisons. Le pot est pas très gros, on a la position, et puis on a tirage quinte par les deux bouts max, puisqu'il n'y a pas de tirage couleur, donc on joue 8 out pour la quinte max, qui sont complètement clean. Ici, on pourrait... Donc j'ai décidé de payer, c'est quand même la chose la plus normale avec la position. Le problème, c'est que si je raise, alors on joue 106 euros. Si je fais un raise à 20 euros et que mon adversaire me fait tapis, oui, j'aurais pas les codes pour payer, je serais obligé de jeter ma main. Typiquement, si j'étais hors position, ce serait plus intéressant à check raise, puisqu'on a un draw, on n'a pas envie de subir le coup, on a envie de prendre le pot tout de suite. Alors qu'avec la position, c'est différent. Vous pouvez vous permettre de jouer passivement vos draws, puisque vous avez la position, et vous avez une chance supplémentaire de voler le coup à la turn ou à la river. Chose que vous ne pourrez pas forcément faire hors position. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc hors position, on va peut-être essayer de jouer ses draws beaucoup plus euh, agressivement pour pas subir le coup et gagner le pot tout de suite en fait. Cette fois-ci, pas de panique, on a payé et raté. Alors là, il y a une décision à la turn qui est assez intéressante, on joue 100 euros. Faut savoir que l'adversaire a donc bet face à deux joueurs sur un board roi 17. Alors, il a pu faire deux paires roi 10, évidemment, là je serais assez malchanceux, mais peut-être qu'il y a des mains du type roi dame, roi valet, et des mains comme ça. Il va peut-être vouloir pot contrôle, surtout que le 6. Alors le 6 va faire rentrer une quinte. Moi je pourrais très bien avoir 8 et 9 en main. Donc s'il a une main comme roi dame, il va peut-être vouloir payer une fois la turn et pas la river. Euh, donc je pense que c'est intéressant ici de bluffer. J'espère pas qu'il va faire tapis, mais il a pas mal de tapis en fait, c'est assez gênant. Si par exemple je mise 15 euros, c'est pas forcément évident pour lui de faire tapis 100. Parce qu'il investit 100 pour gagner 15 et 22, 37. Donc c'est assez gros quand même, c'est euh, c'est gros pour lui, ouais. Il a pas les tailles de tapis assez adéquates pour le faire. Donc ici je pense que c'est intéressant de prendre sa chance et d'essayer de gagner le coup tout de suite. Mauvaise nouvelle, j'étais payé. Mauvaise nouvelle, je n'ai pas touché. Bonne nouvelle, c'est une petite carte, petite carte intéressante à bluffer. Le 4 de cœur, donc ça n'est pas une doublette. Ça fait rentrer un tirage couleur backdoor. Alors, normalement, je l'ai pas souvent, mais lui, il a encore moins que moi, évidemment, parce qu'il a check call turn, donc il l'a jamais. Euh, Moi, j'ai pas souvent les cœurs, c'est sûr, mais je peux avoir trouvé un tirage cœur. Voilà, ça peut arriver de temps en temps.
Donc ici, je pense que c'est une bonne carte à bluffer. Comme je vous avais montré dans la première vidéo, je vous avais essayé de vous montrer les bonnes cartes et les mauvaises cartes à bluffer, lesquelles avec laquelle on va miser turn et river. Ici, il faut prendre sa chance. Voilà, c'est qu'une question d'optimisation. Il y a des fois, on a des mauvaises cartes pendant la session. On a des doublettes qui arrêtent pas de rentrer et on touche pas et on peut pas bluffer non plus. C'est comme ça. Et il y a des sessions où on a beaucoup de spots à bluff et il faut les bluffs. Voilà, c'est mathématique. Donc j'ai misé très fort, j'ai pote. Voilà, à toi de jouer. Et il a passé. C'est difficile pour lui, s'il une main comme roi-dame, c'est compliqué de payer. Parce que je peux avoir je peux avoir deux paires, je peux avoir la couleur, tirage, je peux avoir une quinte. Euh, c'est vraiment pas simple du tout. C'est vraiment pas simple du tout pour lui. Euh, et il a passé. Alors encore dame valet, c'est l'heure. Alors situation intéressante. J'attaque au bouton, dame standard, je me fais tribet par un joueur qui est 25-17, qui tribet 5%, qui tribet pas beaucoup. Mais en même temps, c'est limite, on a beaucoup de joueurs de ce gabarit-là. Alors faut savoir qu'un joueur tribet, d'ailleurs on peut le regarder un petit peu. Donc on a ce pourcentage de tribet en fonction, donc 5% c'est le total sur 60 positions. Et on a ensuite suivant les positions. Alors, bah c'est dommage, c'est pas très représentatif. Le mieux ce serait d'avoir à 6 joueurs. Alors en gros, ce qui va arriver dans la pratique, mais il faut quand même pas mal de mains pour le voir, c'est qu'un joueur va beaucoup plus souvent tribet en grosse blinde et en petite blinde. Tout simplement parce qu'il est hors position, il veut reprendre l'initiative du coup. Il va souvent beaucoup plus tribet dans ces positions-là, et encore plus quand le joueur qui a attaqué pré-flop est au bouton. Puisque évidemment, ma range d'ouverture, elle est beaucoup moins forte ici que UTG. Si je suis UTG, je vais peut-être jouer 15-20% des mains, alors que si je suis au bouton, j'ai joué 50% des mains. Donc j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des poubelles, et forcément le vol a beaucoup plus de chances de réussir. Alors, c'est pour ça que nous, on va se permettre de payer beaucoup plus facilement ici son tribet, dans cette situation-là, que si j'avais attaqué. Si j'avais attaqué UTG, je me serais fait sur relancer, sans information particulière. Si mon adversaire n'en abuse pas, j'aurais jeté ma main sans hésiter. Ici, c'est un peu particulier. Je suis au bouton, et je m'attends à ce que mon adversaire me vole beaucoup plus souvent dans cette position-là. Donc là, j'ai décidé de payer. Alors même si c'est un petit peu close, un petit peu, c'est discutable dans le sens qu'il tribette quand même peu. Ce serait le seul argument qui pourrait peut-être me faire envisager de jeter ici. Bon, bref, j'ai payé. L'adversaire a checké, le pot fait 21. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce genre de situation qui arrivera assez souvent. L'adversaire finalement, quand il check, il y a deux solutions. Soit il a rien, il va abandonner le coup. Soit, soit il veut me piéger. Et il va faire sûrement all-in, ou alors il va juste me payer pour que j'essaye de le bluffer, etc. Mais sa décision, elle est déjà prise, en fait, quand il check. Soit il abandonne, soit il lâche pas le coup. Alors ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est de miser pas très fort. De miser 9, 10 euros, la moitié du pot. Parce que finalement sa décision elle est déjà prise à l'adversaire. Et même si j'avais brelan, je miserais la moitié du pot, c'est pas gênant. Donc ça vous permettra de voler beaucoup de coups pour pas cher. C'est ça qui est important. Il faut voir le risque, le ratio entre ce qu'on investit et ce qu'on peut gagner. Et clairement ici, il est vraiment très bon. Donc logiquement, j'aurais dû miser 10 euros, mais je crois que je ne l'ai pas fait. Ouais, j'ai misé 18. C'était complètement stupide. C'est très mal joué de ma part. Pourquoi En fait, j'ai voulu miser très fort pour pouvoir dissuader l'adversaire de faire un move. Mais de toute façon, il a déjà pris sa décision. S'il a paire de 10, il lâchera pas sa main, il me fera tapis. Que je mise 10 ou 18, ça reviendra au même. Alors, effectivement, si je mise 10, peut-être qu'il peut être tenté de me payer une fois avec As-Roi, une main comme ça. Chose qu'il ne ferait peut-être pas avec une mise de 18 euros.
Mais c'est pas gênant, je vais pouvoir lui voler le coup. S'il me paye avec As-Roi, tant pis. Voilà, je veux dire, je vais pouvoir lui voler le coup. Il y a un set qui va arriver, je vais miser turn, ça va être le coup, il va être vite fait, je vais prendre le coup directement. Euh, donc clairement, j'aurais dû miser 10 € puisque l'effet est le même et j'économise 8 € les fois où il me fait tapis. Pan, puni. Voilà, donc j'ai perdu 8 € pour rien. Et j'ai jeté. Donc faut vraiment se rappeler de ce genre de configuration où l'adversaire a déjà pris sa décision, peu importe le montant ou ce que vous faites. Il a déjà pris sa ligne, Donc, on prend sa chance, nous, de notre côté. Dame 10. Si j'avais été dans cette position-là, j'aurais jeté. Donc au UTG plus 1. UTG, disons. À 5 joueurs. Au cutoff. J'attaque, il n'y a plus que le bouton qui a la position sur moi. Payer 3 fois. Je pourrais abandonner le coup parce que je fais quand même face à 3 adversaires, donc c'est pas forcément évident, il y a sûrement quelqu'un qui a touché. Mais j'ai une main euh, avec laquelle je vais pouvoir barrel en fait, puisque j'ai une gutshot et une overcard. Donc c'est des mains intéressantes comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il me semble. Euh, donc c'est des gutshots plus des overcards, c'est des mains avec lesquelles on va pouvoir barrel. Bon, j'ai décidé de bluffer ici, pourquoi pas, en misant 8. Alors l'idée c'était de miser pas trop fort pour me permettre d'avoir plus de tapis ensuite, pour avoir plus de poids et peut-être faire miser turn et tapis river. C'était ça l'idée. Avoir une meilleure marge d'action derrière. Alors la mauvaise nouvelle c'est que j'étais payé par un joueur et c'est pas n'importe lequel, c'est celui au bouton. Certes il a la position sur moi, mais il est quand même pris en sandwich. Euh, après ces 2 jours-là. Alors ça c'est intéressant. Il a la position dans le coup, mais finalement euh, il n'a pas la position relative par rapport au déroulement du coup. Je m'explique. Il y a de grandes chances que moi, comme j'ai attaqué pré-flop, je sais bet au flop. Du coup, il se retrouve un petit peu embêté puisqu'il va devoir choisir une action sans avoir l'information de ce que vont faire les 2 autres joueurs. Clairement ici, ce joueur-là a un avantage puisque il va savoir, donc là le tas jeté, ici, ce joueur-là sait qu'est-ce qui s'est passé. Il a 30 €, il peut facilement faire tapis par exemple, ou etc. Et lui a peut-être mis 8 € pour rien, il a peut-être juste un 8, etc. Donc c'est une position qui est délicate. Ce serait beaucoup plus facile à la limite de payer. Euh, Typiquement si ce jour-là avait misé et qu'ils avaient jeté, pour moi c'était plus facile de payer. Même si je suis hors position, je sais ce que les autres ont fait. Alors en piano, c'est vrai que c'est très important ce genre de position relative par rapport à l'open riser, puisque il y a des mains avec lesquelles on va jeter parce qu'on a très peur que les 2 autres vont se réveiller avec un monstre. Par contre, si on était sûr qu'ils jeteraient leurs mains, on aurait payé nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que quand l'adversaire me paye ici, je me méfie vraiment. Parce que je pense que justement, il va pas me payer avec n'importe quoi, mais qu'il va plutôt me payer avec une main forte. Euh, bon alors, effectivement, c'est un joueur qui est 40-10, qui est sûrement très expérimenté, qui joue peut-être que ses cartes. Mais on sait jamais. On sait jamais. En général, un joueur dans ce genre de situation va payer avec une main assez forte. Donc j'ai très peur qu'il ait un valet ici. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas bluffer. Peut-être que si lui avait payé, alors bon effectivement il n'a pas beaucoup de tapis, mais s'il avait plus de tapis, peut-être que ça aurait pu être intéressant de miser turn et river. Mais ici je pense que j'allais pas le faire jeter sa main sur un valet, donc j'ai décidé d'abandonner directement. Et même si j'ai une main avec laquelle je vais pouvoir barrel, bien mieux que si j'avais paire de 4, effectivement. Ça veut pas pour autant dire que je vais tout le temps le faire. Voilà. Ici, je pense que c'est une mauvaise situation, donc j'ai décidé d'abandonner directement. C'est qu'une question de... Voilà, après j'ai changé mes plans parce que c'est pas le bon joueur qui m'a payé, je suis hors position et pour toutes ces raisons, j'ai décidé voilà, de la jouer comme ça. Il a fait demi-pot, peut-être qu'il a un valet, 9 et 10 peut-être.
Là, il a peut-être un valet. Bon, j'ai jeté. Pas de regret. Alors. Alors, effectivement, c'est une sélection de mains, encore une fois, hein, ce que je vous montre. Et c'est vrai que quand on a ce genre de situation, l'attaque du cutoff, j'ai dame 8, je vais jeter ma main très 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 souvent. Alors c'est vrai que dans une session live, ça se voit beaucoup mieux parce que quand je vais tribet light, donc pour bluff, bah, finalement je vais le faire peu souvent par rapport à toutes les opportunités que je vais avoir. Et effectivement ici c'est une opportunité et je vais vous dire pourquoi c'en est une. Alors quand on tribet light, on essaye de le faire avec une main et non avec CT2. Clairement, tous les joueurs professionnels quand ils ont CT2 ils jettent, ils attendent un meilleur spot pour bluffer. Euh, Sauf cas exceptionnel, mais voilà. Ici, dame 8 suité, en fait, c'est plutôt une bonne main pour 3 bêtes pour light, donc 3 bêtes bluff. Donc on a 100 grosses blindes deep. On a un adversaire qui attaque beaucoup, assez loose, 30-27. On peut regarder, c'est une stat intéressante, fold sur tribet. Alors là, il n'y a que 3 occurrences, donc 3 occurrences, c'est pas très représentatif. On peut regarder le fold sur tribet qui est de 33%, donc c'est faible. Ça veut dire qu'il va jeter très peu. Ça veut dire que c'est un joueur qui va nous payer beaucoup quand on va tribet. Donc clairement, ce serait la mauvaise cible à tribet. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas assez de mains dans le tracker pour pouvoir en dégager une donnée assez significative. Si j'avais 2-3 fois plus de mains, ça me permettrait d'apporter beaucoup plus d'importance à ce chiffre. Évidemment, quand on tribet, ce qu'on veut, c'est qu'un adversaire quand on tribet light, on veut que notre adversaire jette beaucoup trop souvent sa main pré-flop et gagner le coup comme ça. Clairement ici, donc il y a 4,5€ au centre, 4 blindes et demi, et on va en mettre 9,5 nous pour voler ça. Donc on investit 9,5 pour en gagner 4,5. Et quand on est payé, on a une dame 5, qui n'est pas une main géniale, mais qui est une main suitée, avec laquelle on peut faire des top pairs. Alors c'est un petit peu mieux, des mains comme des fois dame et 9, 8 et valet, des mains avec lesquelles on peut faire des fois des quintes. Mais bon. Donc ça c'est plutôt un bon candidat pour bluffer. Mauvaise nouvelle, je suis payé par ce jour-là, Killership 13, qui est un joueur très sérieux, 22-15, donc lui quand il me paye, il a pas rien du tout. Et l'autre joueur jette. Alors je pense que lui il a une grosse paire, à partir du 9 peut-être, paire de 9 plus, As-Roi, peut-être As-Dame, quelque chose comme ça, mais je pense qu'il a pas beaucoup d'autres mains. Donc il va falloir faire très attention suivant les boards et je pense que je vais pas forcément insister. Peut-être qu'il m'a piégé avec une grosse paire. Et j'ai touché couleur à la dame, donc effectivement c'est plus facile ici. On est assez profond mine de rien. 140, 140 blindes. Excusez-moi. Donc là le plan va être simple, hein, pas besoin de sous-jouer, on va miser. L'intérêt sur le coup de cette main c'est surtout pré-flop. À noter à la turn, je pense que j'ai fait une erreur. En gros, qu'est-ce qu'il peut avoir? euh, Bon, s'il a couleur, de toute façon, ça va partir à tapis quoi qu'il arrive, peu importe. S'il a brelan, ça va partir à tapis aussi. Que je check ou que je mise, ça va revenir au même. Là, maintenant, c'est de se dire, est-ce que mon adversaire peut ne rien avoir ici? Est-ce qu'il a pu me payer pour essayer de me bluffer plus tard? Je pense que non, parce que c'est un mauvais board pour le faire. Donc, je pense pas qu'il va me bluffer, je pense pas qu'il a des mains du type... J'ai déjà la dame de trèfle, donc s'il avait des mains comme... peut-être qu'il a roi dame avec le roi trèfle, mais ça fait quand même peu de mains. Donc ici je pense qu'il a souvent un as. Un as, ou alors peut-être une paire comme paire de valets, ou une main comme ça avec laquelle il a voulu me piéger pré-flop, et puis il se retrouve embêté avec le flop. Mais s'il a paire de valets, de toute façon je ne porterai plus grand chose. Là l'espoir que j'ai c'est qu'il ait un as. Si je check, c'est possible qu'il check back, qu'il prenne une carte gratuite et qu'il
contrôle le pot, donc il pot contrôle pour essayer de limiter la casse. Donc je pense que la meilleure des solutions ici, comme il n'y a pas beaucoup de bluff dans sa range, mais plutôt des mains faibles qui ont envie de contrôler la taille du pot, et qu'on est assez profond parce qu'on a 124 derrière. Pour toutes ces raisons, vaut mieux miser pour value. Une fois turn, une fois river. J'ai checké, il a checké. Une carte qui est pas top. J'ai misé 32. S'il avait fait tapis, j'aurais jeté parce que les gens bluffent pas ici en général. Surtout à ces limites là. Donc je pense que j'aurais jeté en ayant perdu roi de trèfle. Excusez-moi. Et clairement, s'il a fait tapis, j'ai un bluff catcher puisqu'il fait jamais ça avec un valet normalement, valet de trèfle, à moins d'être. Surtout que lui, il a l'air décent au niveau de ses statistiques. Donc c'est soit il fait ça avec un roi, soit il a rien du tout. Et il a passé, j'ai fait 32, pas très cher. J'espère qu'il a le valet de trèfle ici, de toute façon, je pense pas qu'il ait beaucoup d'autres cartes que ça. Valet de trèfle, il y a le 9 et le 10 qui sont par terre. Le 8 de trèfle, je vois pas comment il pourrait avoir le 8 de trèfle par rapport à ce que j'ai dit sur son jeu préflop, sur son range. Donc voilà. Et ici, check call. Check call, je pense pas qu'il va bluffer, encore une fois, je pense qu'il a une main faible, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à check call, j'aurais plus d'intérêt à check call s'il avait des bluffs dans sa range, justement. Voilà, main suivante. Alors, on a un joueur Cani qui est très faible, qui est 48-5, donc il joue la moitié de ses mains, il en relance très peu, mais il joue beaucoup de mains, et il a l'air très très faible, donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de payer avec 10 et valet au bouton, pour essayer d'exploiter le faible niveau, le manque d'expérience de ce joueur-là. Et on est 3 à avoir le flop. Il a misé 2,50, je pense qu'il a pas mal de choses, Cani 59. Donc là, j'ai raise ISO pour isoler le joueur et pour value évidemment, pour me retrouver en 1 contre 1 et lui faire payer des mains moins bien. Donc j'ai misé 7, 5, 7. 7 euros et je suis payé par le Picsou. Le Picsou en grosse blinde en fait. Là c'est un cas un peu particulier où on a bet et raise suivi d'un call. Donc c'est hors position. De la part d'un joueur décent, c'est assez inquiétant. Je pense que sa range ici est très limitée, il a jamais paire de 8 ou des mains comme ça, il a souvent un 10, voire brelan. S'il a un 10, il y en a plusieurs qui sont meilleurs que le mien, hein. As 10, Roi 10, Dame 10. Finalement je bats pas beaucoup de 10, 10 et 9 peut-être, 10 et 8 et encore je suis même pas sûr qu'il serait rentré dans le coup préflop. Donc là clairement je me méfie vraiment de ce joueur qui a payé les 7 euros. Toujours penser en termes de range, c'est vraiment important, et d'éliminer au fur et à mesure les mains que l'adversaire peut avoir. Et en fonction de ça, de prendre les meilleurs plays. On a Cani 59 qui fold. On a une doublette du 2 qui est une carte intéressante puisque ça ne change rien. Et mon adversaire a checké. Le board ne change rien. Alors ici, ce qui est important, donc le pot est petit, hein. Le pot est relativement gros par rapport au tapis qui reste, pardon. Il reste 70 pour un pot de 25 en gros. C'est vrai que si je mise et que mon adversaire me fait tapis, ça m'embête de jeter. Alors je sais pas ce que je ferais. Franchement, si je misais et que mon adversaire me fait tapis, je resterai sur mon rythme, que je suis sur mon battu, je jeterai, mais j'aurais un doute quand même sur le fait que d'être derrière, et c'est vrai que ça m'embête de prendre cette ligne là. Et puis de toute façon, faut essayer de voir combien de street de value, alors ça c'est un concept très très important au poker, c'est de se dire combien de street de value je vais pouvoir obtenir avec ma main. Si c'est une main avec laquelle je peux miser turn et river en espérant me faire payer par moins bien, là c'est vrai que ça peut être dommage de checker turn. Mais avec ma main, de toute façon, j'ai pas l'intention de miser ni turn ni river 2 fois de suite. Si je mise turn par exemple et que mon adversaire me paye, imaginons qu'il y a un 3, admettons. Donc une carte qui ne change rien. Donc l'adversaire check call à la turn, et à la river il y a un 3. Clairement ici ça serait optimiste de faire tapis pour value, je pense que je vais check back.
Donc, on peut résumer qu'avec ma main, j'ai une street de value à prendre. Donc je peux la prendre à la turn, je peux très bien la prendre seulement à la river. Et puis, de toute façon, c'est un board qui est pas du tout drawy, comme on a dit, il a jamais de draw ici, donc je risque pas grand chose. S'il a une main comme 10 et 8 et 10 et 9, effectivement, si je lui laisse de toucher 3 cartes gratuites, mais ça change rien, parce que de toute façon, si j'avais misé turn, il m'aurait payé pareil. Donc ici, pour toutes ces raisons, je pense que le check est vraiment très fort. Et ben voilà notre hot pick à la river. L'adversaire a misé 12, donc là ça simplifie la chose, je vais payer tout simplement. C'est vrai que s'il avait misé 24, j'aurais été un peu embêté, ça aurait été difficile, je me dis est-ce que... voilà, je bats 10 et 9 et 10 et 8, mais normalement il va pas miser 24 avec 10 et 8, 10 et 9. On peut peut-être trouver un fold, peut-être. Mais bon, le Picsou il est 43-0, alors je sais pas. Effectivement, s'il avait check, c'était délicat aussi. J'ai pas envie de me faire check raise all-in. J'aurais pu bet fold. J'aurais pu miser 13. Ça aurait pu être intéressant. Finalement, il a pris l'option la plus facile pour moi, celle que je préfère. C'est s'il mise 12 euros. Donc là, j'ai un call facile. Je ne vais surtout pas raise pour value, ce serait trop optimiste. Et finalement, le Picsou nous retourne roi dame, donc il a payé hors position, un raise au flop avec 2 overcards. Donc voilà, euh, ça c'est une petite note que vous pouvez mettre, par exemple, ne comprend pas la dynamique, paye facilement hors position, etc. avec des overcards et, euh, et voilà. Donc là finalement j'ai pris le maximum parce que si j'avais misé turn, peut-être qu'il aurait jeté. Et, euh, et voilà, alors c'est vrai que je lui laissais quelques cartes gratuites, je lui en laissais 6 en l'occurrence, pour gagner le coup, pour me voler le coup alors que bon, il aurait jamais dû le prendre. Mais c'est le prix à payer, voilà, il faut trouver un juste équilibre entre tout ça. Paire de 10, paire de 10, donc tripette à 10, je joue sans blind deep, 10 blindes de tripette, 14, c'est un board assez drawy, si mon adversaire me fait tapis, je vais payer. Et voilà, c'est un peu comme dans la partie, comme dans la vidéo numéro 1 si, où j'avais les as. Si l'adversaire a mieux, il a mieux, tant pis, mais il peut avoir beaucoup de mains comme 8 et 7, 8 et 9, des tirages trèfle, il peut peut-être bluffer, etc. Donc avec ma main paire de 10, je vais pas être trop mal non plus. Là il a fait 31. Bon, comme j'ai dit, hein, j'allais faire tapis, mais son sizing est intéressant. Ça lui permet de placer des bluffs. Par exemple, s'il fait ça avec 8 et 7, en gros il fait 31, je fais all-in, il va payer. Mais de temps en temps, une fois sur trois peut-être, il va pouvoir faire ça en bluff. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on n'investit pas très cher finalement pour gagner 34, on investit 31. Donc là j'ai fait tapis. Et la meilleure nouvelle c'est qu'il fold parce que c'est vrai que quand il va me payer, je pense qu'en règle générale je serai sur un 55-50 sur le long terme. Alors il y a des fois je serai devant, des fois je serai derrière, mais en tout j'aurai peut-être 40% d'équité, 45% d'équité, quelque chose comme ça. C'est assez difficile à dire, mais la meilleure nouvelle c'est quand il fold parce que je prends tout le coup finalement. Donc là, un petit coup assez simple. Mais c'est surtout son sizing, donc très bien. C'est encore le même joueur que tout à l'heure, là, Killer Chips, qui sait jouer en fait, qui sait jouer. Euh, alors c'est pour ça que c'est vrai que si j'ai As-Roi sur ce genre de board, il peut être judicieux d'abandonner de check fold, surtout si l'adversaire a tendance à beaucoup raise. Et c'est difficile si l'adversaire raise de revenir dessus avec As-Roi, donc c'est pas évident. Euh, donc c'est vrai qu'on peut abandonner si on s'aperçoit une certaine façon de jouer de l'adversaire. Main suivante, au bouton, donc c'est une 50 d'id, hein, il y a pas mal de... J'ai été assez loose dans cette session. Mais bon, c'est standard, un bouton, hein, 9 et 10, rien à redire. Tiens, je voulais juste parler, c'est anecdotique, c'est anecdotique cette main. J'ai deuxième paire. C'était par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc je voulais mettre ça un petit peu en relation, c'était le nombre de streets avec laquelle on va pouvoir value. L'adversaire n'a que 14 blindes. Bon, admettons qu'il est sans blindes.
C'est pas le genre de board, on va pouvoir 3 barrels et prendre 3 streets de value et être payé par 10 et 8, ça va être trop optimiste. On va miser une fois, voire deux des fois, et prendre de la valeur avec notre main. Mais déjà deux, on est bien content. On aurait un kicker comme kicker As par exemple, As 10, ça serait beaucoup plus facile, on pourrait prendre de la value sur tous les 10, moins bon que nous. Mais là, 9 et 10, on va prendre une street de value. Donc on peut choisir notre street de value. Ça évite de se faire check raise, par exemple, comme des mains comme Dame Valet, avec laquelle on va sûrement jeter notre main si on se fait check raise. Donc de temps en temps, ça peut être bien de checker de deuxième paire, chose qu'on pourrait faire aussi des top pairs, mais voilà. Et encore plus quand l'adversaire a que 14 euros. Ça peut lui faire n'importe quoi. Donc là j'ai touché, je pense que mon adversaire a pas souvent grand chose ici, donc j'essaie de just call pour qu'il bluff river. Je fais full, tapis, payé. Bon, il a été assez malchanceux. Parce qu'il fait quinte à la river. Mais à noter que c'est très mal joué de sa part, pré-flop. 2,50, il a 17 euros, il doit faire tapis ou fold. Et moi, clairement, j'aurais pas dû attaquer. Oui, parce qu'il est short stack. Sinon, c'est une attaque standard, mais parce qu'il est short stack, j'aurais dû jeter préflop. Et là, il a payé. Donc voilà, c'est un short stack qui est très faible, qui ne joue pas en fonction de son tapis, mais juste, je pense qu'il avait dû avoir un peu plus avant. Il a perdu et voilà, il joue avec ce qui lui reste. Donc voilà pour le pot control et le nombre de streets. Bon là j'ai tribet encore. Bon, encore une fois c'est une session, hein, c'est une session review. Faut bien comprendre que c'est pas du tout standard de tribet. Ici je vais folder, allez 80% du temps, 90% du temps peut-être ici avec 8 et 9, mais une fois de temps en temps on peut prendre 8 et 9 qui est pas une mauvaise main pour le faire de façon light, pour 3 bêtes light. Bon j'ai pas touché une vraie main, mais j'ai touché un flop sur lequel je vais pouvoir miser sans problème. J'ai tirage quinte par les deux bouts. Je suis payé une fois. Là, c'est assez inquiétant le fait d'être payé. L'adversaire peut avoir fait deux paires, peut avoir fait quinte max. Mais c'est vrai qu'il peut avoir des mains comme Dame 10, Roi 10, Dame Valet, Roi Valet, avec laquelle il a une gutshot et une paire. Le problème, c'est que si je mise ici, si je mise 30 et que l'autre fait de tapis, bah oui, je serais obligé de jeter, j'aurais sûrement pas la cote contre toute sa range. Euh, Bah, j'ai décidé de prendre la carte gratuite. J'ai décidé de prendre la carte gratuite ici. J'ai eu peur de bluffer en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur son check turn, on peut redéfinir sa range. On peut enlever déjà toutes les deux paires et toutes les quintes, puisqu'il aurait misé à la turn pour value. Donc ici, il lui reste les as faibles et les mains du type Dame 10, Roi 10, Dame Valet, etc. Valet 9, des mains comme ça. Donc je pense que toutes ces mains-là, je peux les faire passer si je mise assez fort. Même peut-être un petit as, il peut passer. C'est pas sûr, mais on sait jamais. Donc là, je pense que j'aurais dû bluffer. Parce que il a jamais un monstre. Même j'aurais pu faire tapis. Ça aurait pu être marrant. Tapis 85. J'overbet, mais pour lui, il a jamais un monstre et je peux avoir n'importe quoi. Je peux l'avoir piégé avec l'inquinte max. Euh, ouais, j'aurais dû miser ici, ou même 40, 35, c'est bien. 30, c'est pas mal. Et j'ai abandonné, il m'a montré à 7. Bon, c'est pas sûr que ce serait passé, hein. C'est pas sûr du tout, mais le bet était vraiment intéressant. Alors, paire de 5, je défends grosse blinde, standard. Il bet. Pareil, je vais pas check raise, ça sert à rien. À la limite, check raise, comme je l'ai dit, avec des backdoors aussi, mais on peut des fois le faire avec des paires, mais ce serait plutôt des troisièmes paires, des mains comme As-4. On peut check raise des fois pour pas subir le coup, c'est juste pour changer un petit peu. Euh, voilà. Mais la paire de 5, ça va être un check call évidemment. C'est pas forcément évident de jouer ce genre de main, surtout contre quelqu'un qui mise beaucoup. C'est pas évident. Alors c'est pour ça que des fois, quand on a brelan,
ou un très bon 10, il faut pas relancer, il faut just call. Pour que l'adversaire se casse les dents 2 fois contre ce genre de main. Puisque sinon, si vous surrelancez vos brelans tout le temps, ça veut dire que quand vous payez, vous avez une main un peu faiblarde avec laquelle il va réussir à vous faire fold assez souvent à base de bet, turn et river. Donc voilà, il faut, pour équilibrer ces mains faibles, il faut aussi avoir des top pairs et les jouer de la même manière. Ici, j'ai trouvé tirage quinte par les deux bouts, donc je suis un peu impliqué. Doublette du 6, qui est une bonne carte. Puisque évidemment, s'il avait un 6, j'étais complètement derrière. S'il avait un 10 aussi. Mais surtout, c'est une bonne carte. Alors, c'est un joueur que je connais un petit peu, qui est vraiment décent, un bon joueur de NL100. C'est une bonne carte parce que je m'attends pas à ce qu'il bluffe sur cette carte-là. Comme je vous l'ai dit, les doublettes, c'est pas des bonnes cartes à bluff. Et ça me rassure parce que je pense qu'ici, si bet, je suis très souvent derrière. Donc j'ai pas d'état d'âme pour folder ma main. Alors que c'est vrai que si c'était une dame par exemple, je pourrais me dire est-ce qu'il est en train de me level, en train de me faire essayer de me bluffer, etc. etc. Ici, le 6, je me prends pas la tête, je pense qu'il va jamais me bluffer, parce que le board il est assez sec, j'ai très souvent un 10 en fait, voire un 6 de son point de vue. Donc clairement, je vais pas jeter ma main en fait. C'est pas un très bon bluff ici de son côté. Donc sachant ça, justement, on peut tirer à son profit ce genre de carte, bonne ou mauvaise à bluff, et sûrement économiser de l'argent. Donc là, j'ai jeté assez facilement. Et un dernier coup pour la route. Au bouton, le jour attaque. C'est vrai que je pourrais payer au bouton avec 4 et 5, et il y a plusieurs arguments qui iraient dans le sens du call. Donc on a un joueur 25-22 qui est assez qui est plutôt loose, mais en fait qui tribette jamais. Donc c'est vrai que si je suis au bouton, je vais être moins embêté par un joueur qui squeeze et qui surrelance. C'est vrai que c'est un peu l'ennemi du call ici au bouton, c'est des joueurs qui vont squeeze beaucoup. Lui il est 80-0, bon il n'y a pas beaucoup de mains, mais je pense que c'est une bonne payeuse préflop, donc je pense que j'aurais dû payer ici pour faire rentrer ce joueur faible dans le coup. Et lui, il est comment? Après, il est assez. Alors, ce problème, c'est que ce joueur-là, il est assez agressif quand même sur ce que j'ai vu. Pas forcément facile à manier. Bon, j'ai pris une autre option, j'ai tribet. Ici, j'ai fait 9 euros. Donc, et non 10 parce que j'ai la position. Et que on est dans une position assez avancée, donc c'est une situation avec laquelle je vais souvent tribet ici, dans laquelle je vais souvent tribet, et pour en abuser justement, je mets un peu moins fort. Mon adversaire a payé. J'ai pas touché, mais bon, c'est un board assez discriminant. Donc j'ai un bet facile. Pas besoin de faire très fort encore une fois. Je me fais check raise à 27, donc c'est intéressant. Ça c'est le genre de raise qu'il faut faire en bluff de temps en temps. Euh, voilà, ça sert à rien de mettre 35. Hein. Si vous avez un 8 par exemple, c'est pareil, ou un 10 et que vous voulez stack off, vous pouvez mettre 25. L'effet est le même, mais c'est assez intéressant. Donc là j'ai strictement rien. Je peux rien faire en fait. Je peux rien faire. Surtout qu'il peut décider de partir tapis avec des mains comme valet dame à pique, des mains comme ça, où il a une gutshot, et les piques. Donc là je peux vraiment rien faire. Et je suis obligé de jeter. Voilà. Voilà pour cette 10e main à commenter. J'étais peut-être un petit peu plus vite dans la deuxième vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez poser les questions. J'essaierai d'y répondre avec le plus grand soin. Parfois, excusez-moi, je vois pas forcément les questions le jour même. Je mets 3-4 jours à répondre, mais je finis toujours par répondre. Donc, si vous postez un truc, surveillez le thread. Je répondrai quelques temps après. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, laissez des commentaires si vous voulez, si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions, si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos, NL100, NL200. Voilà.
Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao, bye.